pour les gens, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc Bonjour, je me présente, Didier Verratti. Je suis un ancien mineur de fond des houillères du bassin du centre et du Midi. Et nous sommes ici sur le site du puits Yvon Moranda qui a été mis en service en 1989 pour remplacer les anciens puits de descente des mineurs de Provence, c'est-à-dire le puits Gérard qui se trouvait sur Biver et le puits Coureau et Boyer qui se trouvait sur Méreuil. On va commencer la visite en rentrant dans les douches, visiter les vestiaires où les mineurs se changeaient. Ensuite, on va se diriger vers la lampisterie où on allait récupérer nos appareils d'éclairage, nos lampes frontales, nos appareils de sécurité, les mini APEVA pour pouvoir respirer s'il y avait un problème. Et ensuite, nous allons nous diriger vers le hall du mineur où les mineurs attendaient et se présentaient à l'agent de maîtrise pour signifier qu'ils étaient arrivés, qu'ils étaient prêts à descendre. Et ensuite, nous allons nous diriger vers la cage, on appelait ça la cage, l'ascenseur, le puits de mine, où on montait à l'intérieur pour descendre au fond. Alors nous sommes ici dans les douches. On n'appelle pas ça la salle des pendus comme dans le Nord parce qu'en Provence on était assez superstitieux. Donc ici pour nous ça sera les douches où on avait des paniers suspendus qui nous permettaient d'accrocher nos vêtements. Alors ici on est dans la salle, dans la partie où c'est les vêtements, les bleus de travail, les salles. Parce qu'on avait une salle qui nous était dédiée où on pouvait quitter nos affaires propres. Donc on arrivait ici et on avait un numéro qui nous était attribué quand on était embauché. Alors le mien c'était le 1050, donc ça concernait ma lampe frontale où il y avait un numéro d'inscrit dessus et le panier qui nous était attribué. Donc on se dirigeait vers le panier. On décrochait, on avait un cadenas bien sûr, il n'y a pas de voleur, mais on ne sait jamais. On décrochait, on descendait le seau ou le panier. Voilà. Et on récupérait, alors je ne peux pas le descendre plus parce qu'il est cassé, et on récupérait nos affaires, nos bleus de travail, notre casque, notre ceinture, et à l'intérieur on mettait nos bottes. Voilà. Pourquoi on avait des paniers qui étaient suspendus ? C'était parce qu'au fond, on était souvent confronté à l'humidité et on transpirait. Et les bleus de travail, on les ramenait que le vendredi, sauf si vraiment on était confronté à une saleté tenace. Et donc, ça nous permettait de faire sécher les vêtements. C'est pour ça qu'on avait des paniers suspendus et non pas des vestiaires qu'on fermait à clé. C'est uniquement pour cette raison de confort. Bien sûr, les douches étaient chauffées. La partie où nous nous trouvons, c'est la partie des agents de maîtrise qui a été gardée en l'état. Mais la partie ouvrier qui se trouve à côté, qui a été entièrement démontée, où on n'a plus cet aspect-là, elle pouvait accueillir 1300 personnes. Bon, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là, parce qu'on n'a plus embauché à la mine depuis... La dernière embauche a eu lieu en 1983, et nous avons investi ce lieu en 1989. Donc on était beaucoup moins, mais elle était en capacité d'accueillir 1300 mineurs. On était à peu près 8 à 900 quand on est venu ici, d'ouvriers. Alors nous sommes ici dans les douches des ouvriers, où il y avait le même équipement qu'on a vu à côté, c'est-à-dire des paniers suspendus. Bon, ça a été démonté, mais vous vous rendez compte de la capacité d'accueil, c'est-à-dire on pouvait accueillir ici 1300 mineurs, donc il y avait des bancs qui ont été levés et des paniers suspendus qui ont été décrochés. On avait la même chose, cette salle c'était la partie où il y avait les affaires sales, et de l'autre côté on avait les affaires propres, la même salle, et entre il y avait des toilettes et les douches pour les mineurs ouvriers. Parce qu'on ne mélangeait pas les ouvriers avec les agents de maîtrise et l'autre maîtrise avec les agents de maîtrise. Il y avait un système de caste qu'on avait hérité du 19e siècle, quand le charbonnage de France a été nationalisé en 1946. On a gardé cette, entre guillemets, tradition. Alors nous arrivons maintenant dans la partie lampisterie, où on venait récupérer nos mini-APEVA, nos appareils de sécurité respiratoire.
et nos lampes frontales qui étaient disposées sur des râteliers, qu'on mettait en charge quand on avait fini le poste, c'est-à-dire quand on remontait, on les mettait en charge, et ils avaient une durée de vie de 48 heures de poste, si jamais on restait coincé. Et il y avait la partie lampisterie qui était en charge de l'entretien des lampes et des appareils de sécurité, notamment des capteurs grisoumétriques, parce qu'on était une mine hautement grisouteuse. Donc c'était eux qui étaient en charge de l'entretien, et aussi ils faisaient des relevés de lampes pour savoir si tout le monde était remonté, parce qu'il n'y avait que ce moyen de savoir si personne était resté au fond, si quelqu'un avait eu un malaise. Donc le lampiste, à chaque remontée de poste, prenait son grand cahier, et avec un stylo, il regardait les numéros de lampe. Alors moi, par exemple, le 1050, il regardait, le 1050 est bien remonté, donc M. Verratti est en sécurité. Et il y avait aussi des relevés qui étaient effectués pour contrôler s'il n'y avait pas des remontées non autorisées, voilà, on va dire. Le grisoumètre, c'est un appareil avec un gaz à l'intérieur, et après on avait des appareils électroniques qu'on mettait en l'air et qui captaient le grisou, parce que le grisou c'est un gaz inodore, incolore, et il n'y avait que ce moyen de savoir s'il y avait du grisou, ou après au fond on avait des capteurs qui étaient disposés le long des galeries et qui prenaient toutes les 2 ou 3 minutes, faisaient un captage. Et s'il détectait du grisou, automatiquement, ça coupait toutes les installations électriques pour nous mettre en sécurité. Et le temps que le grisou s'évapore naturellement, ou alors on l'aidait à s'évaporer en mettant des diffuseurs à air comprimé pour diluer le grisou. C'était un gaz mortel, il s'enflammait en contact d'une étincelle ou d'un point chaud, donc interdit de fumer, de descendre des montres à quartz. Voilà. Au-delà il y avait des seuils de pourcentage, au-delà de 4 ou 5%, ça commençait à devenir dangereux, et on évacuait le chantier. C'est-à-dire on avait une tolérance à 1%, ça pouvait aller, 2% de grisou, on commençait à se faire du souci, 3-4%, on demandait au personnel de remonter. Ça nous est arrivé plusieurs fois qu'on nous donne l'ordre de remonter, parce qu'il y avait du grisou qu'on n'arrivait pas à diluer. Il y avait un risque pour le personnel, donc on remontait quand on était dans cette situation-là. Voilà, alors là, on est devant le râtelier de charge des lampes frontales. Alors, il y en avait beaucoup plus que ça, bien sûr. Quand on arrivait, on avait notre numéro. On posait notre lampe, c'est une batterie de voiture, comme une batterie de voiture qu'on mettait ici. On mettait notre lampe frontale contournée, qu'on mettait en contact, et ça permettait de charger la batterie jusqu'au poste suivant. Les batteries avaient une autonomie de 12 heures pour permettre de tenir 2 postes si on avait un problème au fond. Alors une fois qu'on était sorti de la lampisterie en ayant récupéré nos effets de protection et nos lampes, on se dirigeait dans le hall du mineur où on se trouve actuellement, et on allait rejoindre nos bureaux d'exploitation qui étaient vers le bas. Tous les bureaux d'exploitation à droite et à gauche concernaient l'exploitation en souterrain, et au-dessus on avait tout ce qui était administratif, c'est-à-dire comptabilité, service du personnel et bureau des ingénieurs. Donc on venait se présenter au bureau où on était affecté. Alors moi, en ce qui me concerne, c'était la taille, l'exploitation. Et on venait se signaler à l'agent de maîtrise qui nous pointait présent en attendant que ça sonne pour qu'on aille rejoindre la cage. Alors quand on arrivait ici, il y avait énormément de monde parce que tout le monde venait arriver de la lampisterie, rejoignait son bureau. Il y avait à peu près une centaine de personnes qui attendaient pour descendre à la cage une fois que ça sonnait. Parce que ça sonnait, il y avait une sonnerie qui nous signifiait que c'était l'heure d'aller rejoindre la cage pour effectuer la descente. Alors on descendait pour effectuer 7h45 de poste. Effectif à la production, on avait 6 heures parce que dans le temps, on avait le trajet de remontée, de descente et la douche. Et une fois qu'on était au fond, bien sûr, on n'avait pas de réfectoire, où il y en avait, mais dans des endroits aménagés. Mais nous, on travaillait au chantier de production, on avait juste une table quand on avait de la chance. Et parfois, on mangeait par terre notre gamelle, comme on appelait notre gamelle, la biasse. C'était là où on mettait la nourriture. Et on mangeait un sandwich ou on mangeait une gamelle. Et on avait 30 minutes pour manger, comme de partout. Mais le seul truc, c'est qu'on était au fond, on ne pouvait pas remonter. Une fois qu'on était au fond, on faisait notre travail et on remontait en fin de poste. Il y a eu énormément de mauvais moments où je me suis dit j'aurais mieux fait de travailler à l'école et de ne pas descendre au fond de la mine. Mais après, il y a un souvenir de camaraderie, parfois aussi de tension, parce qu'on ne pouvait pas s'entendre avec tout le monde. Mais bon, ça restait au fond de la mine et une fois qu'on était remonté. Donc un côté un peu nostalgique, mais je n'ai pas oublié quand même que par moments, c'était
difficile, parce que même si on était la mine la plus moderne d'Europe, il y avait des moments où c'était pénible, parce que toute la journée, avec le marteau-piqueur dans les mains, la pelle, la poussière, l'eau, le masque, les bouchons anti-bruit, le casque, quand je remontais le soir, je n'avais pas envie d'aller faire de la musculation dans une salle de sport. Voilà. Mais c'était bien. Alors maintenant, on arrive dans la partie la plus intéressante de la profession, entre guillemets, c'est la descente du personnel par le puits proprement dit. Donc on est sur un puits qui se situe sur la commune de Gardanne, hein, et qui fait à peu près, la tour fait 50 mètres de haut, le puits 10 mètres de diamètre, et la cage que vous voyez sur ma gauche était une cage à 2 niveaux. Hein, le premier niveau où le personnel montait, à peu près 175 personnes, hein, et le deuxième niveau, c'était le niveau où on chargeait le matériel. Alors il faut savoir que bien sûr, on ne descendait pas le matériel en même temps que le personnel, ça se faisait séparément. Une fois que le poste était descendu, on descendait le matériel au fond pour amener les différents matériaux sur les différents chantiers. Alors on descendait à peu près à 12-13 mètres secondes. Le puits faisait 1100 mètres en totalité de profondeur, mais nous arrivions à peu près à moins 900 mètres. Hein. Donc on mettait à peu près 3 ou 4 minutes pour descendre, pour arriver au fond, à la recette, où on descendait. Alors bien sûr, là, le puits n'est plus aménagé, comme vous pouvez le voir derrière moi, mais la cage était située au centre du puits, proprement dit, et il y avait des systèmes de pont-levis et de passerelles et de barrières de sécurité qui permettaient bien sûr au personnel d'être en sécurité pour monter et descendre du puits. On est sur un site où le puits a une particularité, le chevalement, c'est pas un chevalement traditionnel, c'est un chevalement qui avait été prévu à cet effet pour ne pas perturber le visuel environnemental, donc c'était une tour hein, carrée, et la machinerie qui se trouve au-dessus, c'était assez original parce que ça ne s'était jamais fait, avec des câbles qui maintenaient, il y avait 8 câbles qui maintenaient la cage, hein, il fallait que les 8 câbles cassent pour que la cage tombe, ça n'est jamais arrivé parce qu'il y avait un service qui était en charge qui s'appelait les abous de la sécurité du puits. Et à côté de la grande cage, on avait aussi une petite cage de sécurité qui permettait d'évacuer 8 personnes en cas de problème. Alors c'est un puits assez moderne hein, par ses dimensions et par son envergure. C'était un des puits qui a été mis en service en 1989 et qui était un des plus modernes d'Europe, j'ai pas peur de le dire, et on était une mine à haute technologie parce qu'on avait des moyens pour exploiter le charbon qui étaient à l'époque à la pointe de ce qu'on pouvait faire de mieux pour minimiser l'impact physique des ouvriers qui travaillaient au fond.